L'autre spécificité, il y en a plein hein, de l'IRCAM, c'est réintroduire du geste dans les musiques électroniques. Aujourd'hui, on en a un petit peu marre des concerts de laptop où chacun est caché derrière souvent d'ailleurs Apple, où le logo lui-même est masqué. Ici, on réinjecte du geste et on s'intéresse au geste. Il y a même un groupe de recherche qui s'appelle Geste, Interactivité et Temps réel. On s'intéresse au geste de l'instrumentiste, donc au travers de nouveaux instruments et de nouvelles gestualités. Oui, là, il y a deux grands projets qui sont un peu emblématiques aussi de cette IRCAM 2 dont je parlais. Un de ces deux grands projets est porté par l'équipe ISMM, donc qui se concentre sur la modélisation du geste physique, du geste corporel, mais dans sa relation au son. Alors, dans sa relation à la fois productive et analytique vis-à-vis du son. Donc, à travers cette modélisation du geste qui permet de l'analyser à différents niveaux d'échelle, donc au niveau des composants élémentaires du geste et au-delà au niveau du langage structuré donc de séquences de super gestes, d'une certaine manière, que peut exprimer un corps en mouvement, d'étudier comment ces phénomènes-là peuvent entrer en interaction avec des sons et les contrôler. Et donc ça peut devenir à terme non seulement un élément très important de l'interprétation et de la performance musicale, mais aussi de l'écriture, parce qu'on peut concevoir à ce moment-là le geste comme un vecteur de l'écriture permettant de composer en temps réel des structures sonores. Donc ça, c'est un aspect qui est lié à ce qu'on appelle l'embodiment, donc terme anglo-saxon qui se traduit mal en français, mais l'incarnation, la corporéité, etc. Et donc c'est l'idée qu'en fait il n'existe pas, et ça c'est un peu les grandes découvertes des sciences cognitives des dernières années, on ne peut pas découpler en fait les hautes fonctions de l'esprit liées à l'abstraction, à la cognition, à la sensibilité, à l'émotion, on ne peut pas en fait les découpler du corps et de la perception et de l'autoperception du corps. Et d'où l'importance effectivement de ces études sur le geste. Et ça, c'est un grand aspect qui va permettre effectivement de sortir de l'enfermement sur le laptop et puis sur la souris qui n'est pas une interface, et le clavier qui ne sont pas des interfaces idéales. Mais alors un autre grand mouvement a été porté par Adrien Mamoumani, qui s'occupait de l'équipe acoustique instrumentale à la suite de René Cosset, et qui a proposé l'idée d'un nouveau type d'instrument. Alors, il y a eu toutes sortes d'instruments électroniques avec une certaine matérialité, c'est-à-dire qu'on peut manipuler avec les mains. Et lui est arrivé avec un autre concept, qui est l'idée d'acoustique active, c'est-à-dire de prendre en fait des instruments acoustiques tels qu'on les connaît, un violon, une guitare, un violoncelle, et de les équiper d'un dispositif de capteurs et d'actuateurs internes, de telle sorte que le système numérique, l'ordinateur, puisse être conscient par les capteurs de tout ce qui se passe dans l'instrument, et via les actuateurs qui sont vraiment mécaniques et qui jouent en fait sur la structure mécanique de l'instrument, puissent renvoyer et piloter, c'est-à-dire induire ou transformer le comportement mécanique et la vibration de l'instrument même. Et ça, c'est révolutionnaire, parce que ça veut dire que d'une certaine manière, on va faire de la synthèse ou de la transformation, mais qu'elle ne sortira pas de haut-parleurs, elle sera produite par l'instrument avec son propre rayonnement. Or, le rayonnement d'un instrument est totalement différent du rayonnement d'un haut-parleur, et c'est pour ça que les yeux fermés, si je vous fais écouter une musique avec des haut-parleurs, ou si je vous mets dans la situation d'être vraiment face au musicien qui joue, en général, vous êtes capable de dire « mais non, là c'est vrai, là c'est pas vrai », c'est lié à la question du rayonnement. C'est-à-dire quand un violon joue, il rayonne dans toutes les directions, et ce rayonnement sonore va se réfléchir partout où il peut se réfléchir et nous renvoyer des réflexions. Voilà, des réflexions même dans la rue, quand on entend un piano ou un piano joué, on fait la différence. Et c'est ce qui fait que d'une part, on reconnaît la source instrumentale, on reconnaît bien que c'est un violon, et d'autre part, on sait où on est. On sait où on est, on se localise, on se localise dans l'espace et on localise la source dans l'espace. Or ça, on ne l'a pas sur les haut-parleurs. On s'en approche, c'est un modèle, mais on ne l'a pas. Or là, avec le rayonnement de l'instrument, on récupère toute cette richesse, et donc ce qu'on produit est fondamentalement différent de ce qu'on avait dans le domaine électroacoustique, qui était le règne de l'enregistrement, de la synthèse et du haut-parleur. Et donc la combinaison de tous ces éléments, là aussi, ouvre un certain nombre de perspectives créatives tout à fait nouvelles. Alors au plus près des machines et de la synthèse et des modèles physiques, il y a aussi ici, et on le comprend tout à fait pour son importance dans la musique contemporaine, c'est la voix. Oui. Donc l'équipe analyse-synthèse de l'IRCAM, portée par Axel Rebel,
Alors, tout à l'heure, je parlais de la révolution du MIR, Music Information Retrieval, ça se passe dans ce domaine-là, de l'analyse synthèse, c'est Geoffroy Peters qui est très très actif dans ce domaine. Et les autres grands champs de l'équipe analyse-synthèse, c'est la synthèse en général, la synthèse, l'analyse et la transformation des sons. Et donc c'est une équipe qui a proposé toutes sortes de modèles innovants, que ce soit dans les modèles de signaux, les modèles physiques, les modèles concaténatifs et toutes sortes d'autres technologies pour la synthèse de sons, et notamment pour l'analyse et la synthèse de la voix, où cette équipe est extrêmement en pointe. Alors, déjà dans les années 80, il y avait ce qu'on appelait la synthèse par fonction d'onde formantique, FOF, inaugurée par Xavier Rodet, qui déjà donnait des résultats extraordinaires. Il y avait une démonstration très connue de l'IRCAM, qui est la Reine de la Nuit, de l'opéra de Mozart, complètement reconstitué et simulé par un système de synthèse pure. C'était quelque chose de très très bluffant pour les technologies de l'époque. Aujourd'hui, on est très loin en avant et l'équipe analyse-synthèse travaille notamment sur des questions de transformation en temps réel de la voix qui permettent par exemple de transformer un locuteur mâle jeune par exemple en un locuteur femme âgée, et ce en temps réel. Donc on peut avec des boutons changer complètement la nature de la source. Donc ça c'est tout à fait impressionnant. Ou d'autres expériences de ce qu'on appelle la conversion vocale, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui tient un discours et on a une base de données de référence d'une autre personne qui est par exemple un personnage historique, et à partir du discours et en allant puiser automatiquement dans la base de données et en découpant automatiquement en segments et en reconstituant par synthèse concaténative de nouvelles séquences, on peut substituer à la voix de la personne qui parle la voix du personnage historique, ce qui permet par exemple de faire des reconstitutions historiques. Et l'IRCAM en a fait un certain nombre, a contribué à un certain nombre de telles reconstitutions historiques pour le cinéma et la télévision. Alors, il n'y a pas d'ordinateur sans mathématiques. C'est d'ailleurs une tendance que de croiser aujourd'hui, au-delà de l'art et sciences et de l'art et technologie, art et mathématiques, avec d'ailleurs un colloque, je crois, qui se monte à Panthéon-Sorbonne prochainement. Et il y a ici un département mathématiques et musique. Oui, alors ce n'est pas un département en réalité, ça fait partie de l'équipe représentation musicale, qui est mon équipe. C'est une équipe que j'ai créée en 92 à l'IRCAM. Et c'est un des gros projets de cette équipe. Donc si vous voulez, cette équipe représentation musicale, elle s'est fondée initialement pour traiter à l'IRCAM de tout ce qui n'était pas directement le son physique, acoustique, audio, temps réel, etc., mais plutôt le côté structure formelle de la musique, pensée musicale, aspect symbolique de la musique, écriture. Donc on a fait le système de CAO, de composition assistée par ordinateur. On est beaucoup maintenant dans les systèmes d'interaction, comme l'improvisation, mais qui sont des interactions de haut niveau dans lesquelles l'ordinateur essaie de reconstituer la structure musicale de ce qu'il entend. Et un autre pôle très important de cette équipe, c'est le pôle... Alors, j'ai parlé aussi du pôle intelligence artificielle avec le deep learning, et un autre pôle très important, c'est le pôle mathématiques et musique, qui est porté par Moreno Andreatta. Et alors, comme je disais au début de cet entretien, la relation de maths et musique, en fait, elle est extrêmement ancienne. J'ai parlé du XVIIe siècle avec les grands théoriciens de la combinatoire, mais bien évidemment, on peut remonter à Pythagore, on peut remonter à toutes sortes d'autres cultures aussi qui ont analysé les relations entre mathématiques et musique. C'est une relation constitutive, fondamentale. Donc ça, elle n'est pas nouvelle en soi. Donc ce qui est nouveau, c'est la manière de l'aborder aujourd'hui, non seulement avec les technologies, c'est-à-dire l'informatique, c'est-à-dire la capacité d'implémenter des formalismes mathématiques sous forme d'algorithmes, mais par les mathématiques elles-mêmes, et c'est ça que porte Moreno, en disant oui, mais il faut aussi regarder les mathématiques d'aujourd'hui. Et donc Moreno est très en pointe pour collaborer avec toutes sortes de mathématiciens et voir ce que sont les mathématiques aujourd'hui avec de nouvelles théories en algèbre, par exemple la théorie des catégories en algèbre, et toutes sortes d'autres dispositifs, et de voir si, d'un côté, ça peut apporter quelque chose à la musique parce que ça peut permettre de nous aider à comprendre la structure formelle de la musique, et si réciproquement, la musique peut en fait apporter des problèmes intéressants pour les mathématiciens, auxquels ils n'auraient pas pensé, par exemple, et qui leur permettraient d'élaborer un nouveau théorème, et ça arrive. Alors si on aborde les compositeurs qui collaborent
régulièrement avec l'IRCAM. Il y a évidemment, on évoquait tout à l'heure Philippe Manoury, et là on est entouré de publications de Philippe Manoury, qui joue souvent ici, mais évidemment à l'international. Oui. On peut considérer que sa spécialité, lui, elle est très orientée temps réel. Oui, je crois qu'on peut dire, sans trahir la pensée de Philippe, que c'est une des choses qui sont au cœur de ce qui l'intéresse, même s'il ne fait pas que ça, effectivement, dans sa relation à la technologie. Et je pense que Philippe a été au cœur de ces problématiques, donc dans cette IRCAM 1 des années 80 dont je parlais, à un moment où en fait c'était des activités pionnières, où il fallait tout inventer, du suivi de partition, du contrôle en temps réel par un ordinateur, de la captation des musiciens et de la synthèse des sons pendant le temps du concert. Et puis il a continué à suivre ce mouvement avec l'arrivée des outils modernes, Max notamment, et puis de tout ce qui se fait aujourd'hui. Et dans beaucoup d'œuvres de Philippe, ce sont des œuvres hybrides, c'est-à-dire ce sont des œuvres où il mélange, il combine l'écriture instrumentale pour différents dispositifs d'ensemble et jusqu'à l'opéra, avec la synthèse en temps réel, produite soit à partir de rien comme synthèse pure, soit comme transformation des sons instrumentaux. Et ceci de manière contrôlée et écrite. Alors la synthèse en temps réel, ce qui induit une part une acceptation de la surprise ou de l'aléatoire, par exemple, ce qui nous rapproche de la question de l'improvisation. Et j'étais intrigué par le fait que tu collabores actuellement avec Bernard Lubat, oui, qui est connu dans l'univers du jazz. Oui. Donc je ne connaissais pas les collaborations ici. Oui, alors il faut savoir que Bernard Lubat est connu dans le monde du jazz, mais en réalité dans sa jeunesse est monté, comme on dit, de sa Gascogne à Paris pour aller au conservatoire, au CNSM, au Conservatoire supérieur de Paris, et faire ses classes dans plusieurs instruments, parce que Lubat est multi-instrumentiste. Je ne sais pas pour quel instrument il a fait ses classes au conservatoire, mais il joue du piano, des percussions, et de toutes sortes. Il chante et il joue de toutes sortes d'instruments. Et qu'à cette époque, il a fait partie de là on parle des années 60, il fait partie de toute cette jeune génération de musiciens sans frontières, et donc il joue de la musique contemporaine, il enregistre Berio, il collabore avec l'ensemble intercontemporain, donc l'ensemble créé par Boulez, qui a longtemps résidé à l'IRCAM, et à un moment il est même sollicité ou considéré pour entrer dans l'ensemble contemporain, parce que c'est un musicien, un instrumentiste de très très haut niveau dans tous les instruments qu'il aborde. Et puis c'est le moment où en fait il décide que non, c'est pas ça qui lui convient. Il retourne à Uzès, qui est en fait un petit patelin, un petit village au sud de Bordeaux, où il a fait ses classes avec son père qui tenait l'estaminet, et lui-même musicien, instrumentiste, et qui a formé le jeune Bernard à la dure classe de la musique, jouée là pour animer en fait la communauté du village. Et donc il y retourne et ils font un festival tout à fait extraordinaire qui s'appelle le Festival du Zest, ou la Esterrada des Arts, la Esterrada des Arts, qui est le terme en occitan, et qui est un festival tout à fait extraordinaire parce que c'est l'endroit où on écoute les choses qu'on ne peut écouter absolument nulle part ailleurs, avec des instrumentistes qui viennent du monde entier, qui sont tous des personnages extraordinaires. Alors, il y a des gens connus, hein, Cécile Taylor est venue, Archie Shepp, dont je parlais tout à l'heure, Eddie Louis, et toutes sortes de grands personnages, et puis toutes sortes de gens dont vous n'avez jamais entendu parler, mais qui sont à chaque fois renversants quand vous les voyez. Et nous, on collabore avec Bernard Lubat depuis 2004 sur le projet Improvisation. Ça a été un petit peu notre source d'inspiration et notre référent pour nous donner un petit peu les matériaux. Et il a grandement contribué au projet au Max. Et alors, on a organisé 3 grands workshops festivals, un à l'IRCAM en 2004, qui était une sorte de marathon de midi à minuit, permettant d'écouter tout ce qui pouvait se faire en matière d'improvisation avec l'ordinateur, avec la machine. Et donc avec Bernard Lubat qui avait participé. On a réitéré la chose en 2012 à New York, et on a appelé ça Improtech Paris-New York. Et donc, même idée, workshop, conférences, démonstrations dans les universités, New York University et Columbia, et série de concerts, et donc de nouveau avec Bernard Lubat. Et on réitère ça en décembre de cette année à Philadelphie, et donc ça va s'appeler évidemment Improtech Paris-Philly.
Et de nouveau, avec la jeune scène d'improvisation de la côte est américaine, toutes sortes d'artistes français qu'on fait venir là-bas, et puis toutes sortes de chercheurs issus de toutes les universités, Princeton, New York University, University of Pennsylvania, California Institute of Art, etc., qui vont venir présenter leurs travaux, leurs recherches, et faire des démos et des performances liées à l'improvisation et aux machines. Alors on arrive au terme de cet entretien et je te remercie encore. J'ai une dernière question qu'on qualifie de secrète, ça fait partie du protocole, où là tu t'adresses directement à notre public, qu'on sait d'une relative diversité, jeunes à moins jeunes, spécialistes à moins spécialistes. Si tu avais un conseil pour les gens qui ne connaissent pas l'IRCAM, par exemple, et qui peut-être n'ont jamais encore osé rentrer, ou pour ceux qui s'intéressent à la musique et à l'électronique avec l'open source, qui aujourd'hui, on voit une génération qui redécouvre un certain nombre de médias au travers d'un usage totalement décomplexé de composants qui sont très abordables par rapport justement à l'histoire dont on a parlé. Si tu avais un conseil sur ce rapprochement entre art et science, avec les méthodes scientifiques pour faire de l'art, au croisement justement de l'art et des technologies, avec la recherche, si tu avais un conseil, peut-être à un jeune chercheur à la limite, à donner aujourd'hui sur ces croisements, quel serait ce conseil ? Alors, tout d'abord, si on parle de conseils donnés aux jeunes, avant même d'être au stade de jeunes chercheurs, je pense qu'il y a toutes sortes de jeunes qui se posent des questions, qui disent « Tiens, moi j'aime bien les sciences, j'aime bien la musique, mais où est-ce qu'on pourrait… comment faire en fait, comment faire pour pénétrer voilà, ce monde merveilleux ?» Et je pense que c'est intéressant de donner quelques pistes, parce qu'il y en a partout dans le monde, hein, mais il y en a notamment à l'IRCAM. D'une part, depuis un certain nombre d'années, alors l'IRCAM ne fait pas ça chaque année, mais le fait… assez régulièrement, l'IRCAM organise des journées portes ouvertes. Et dans ces journées portes ouvertes, toutes les équipes de l'IRCAM, en quelque sorte, viennent sur le pont pour montrer ce qu'elles font, discuter avec le public, et souvent un très jeune public, et quelquefois d'ailleurs aussi très âgé, puis après tout ce qu'il y a entre les deux, et montrer les choses que les chercheurs font. Et puis il y a aussi des performances, des installations, des concerts. Et ça, j'ai remarqué que c'était un moment extrêmement inspirant et qui a même en fait créé des vocations. Moi, j'ai rencontré des gens à l'IRCAM qui sont venus faire des stages dans mon équipe, puis finalement on enchaîné avec une thèse de doctorat. Donc ce sont devenus jeunes chercheurs, comme tu disais, et puis finalement ont même réussi à trouver un poste ici ou dans des institutions similaires. Et en fait, ces gens m'ont raconté qu'ils sont venus aux Journées Portes Ouvertes, qu'ils avaient 13 ans, et puis que ça a été le bouleversement de leur vie, parce qu'ils ont vu toutes ces choses extraordinaires, et puis tous ces gens qui leur expliquaient en fait ce qu'ils faisaient. Et puis qu'ensuite, ils sont restés dans cette disposition d'esprit, et que finalement, leurs pas les ont toujours ramenés vers cet institut ou des instituts similaires. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je donne. Ça peut être un point d'entrée en fait pour des jeunes. Un autre point pour des moins jeunes, mais qui sont déjà au stade des études supérieures, par exemple qui font une licence en maths, en physique, en informatique, enfin un domaine, une matière scientifique. Il y a un master en fait qui est habilité par l'université Pierre et Marie Curie, mais qui est complètement organisé à l'IRCAM. Les cours ont lieu à l'IRCAM. Beaucoup d'intervenants, pas tous, mais beaucoup sont des gens de l'IRCAM. Et ce master s'appelle ATIAM, ça se trouve facilement sur le web, ce qui veut dire acoustique, traitement de signal et informatique appliqué à la musique. Donc ça, c'est le master idéal pour les gens qui veulent faire de la recherche en sciences appliquée à la musique. En tout cas, merci beaucoup Gérard Assayag de nous avoir accueillis et de nous avoir fait pénétrer ce monde de la recherche musicale et du digital. Merci à vous.